suis moche et je trouve que les hommes trop beaux ne sont pas pour moi. Les beaux avec les beaux et les moches avec les moches. Face à leur partenaire, certains ne se sentent pas à la hauteur. Je me pose toujours la question comment j'ai pu perdre mon mari, puisque bon, je me trouve moins belle que lui. Je suis complexé et à chaque fois qu'on sort, j'ai peur qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. C'est moi qui me sens inférieure à mon copain. J'ai un vitiligo, donc ça touche la peau. Je me sens en permanence regardée et dévalorisée. Dans ma tête, il n'était pas pour moi. Un mal-être qui met leur couple à rude épreuve. Je vieillis et je me trouve de moins en moins jolie. Jalousie excessive, j'essaie un peu de contrôler ce qu'il fait. Notre couple, depuis 6 mois, ça va pas plus du tout en fait. S'il n'y a pas de changement, c'est pas possible de vivre ça toute une vie. Mais comment peuvent-ils retrouver confiance et sauver leur amour? Qu'elle reste comme elle est, je l'aime pour ce qu'elle est, pour sa personnalité. J'ai 2 femmes en une, puisque j'ai une métisse et une blanche, hein, donc... Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Quand on est en couple, il est parfois difficile de se sentir dans un rapport d'égal à égal avec son partenaire, que ce soit dans le domaine professionnel ou intellectuel. Il n'est pas rare que l'un des deux se sente inférieur à l'autre, mais cette différence peut aussi être physique. C'est le cas de nos invités qui trouvent leur conjoint trop beau ou trop belle pour eux, un complexe d'infériorité qui leur gâche la vie et met même leur couple en péril. Frédéric Farigou leur donnera tous ses conseils dans toute une histoire. Et puis aujourd'hui, dans l'histoire continue, nous retrouverons Magali, dont le destin nous avait bouleversés. Mais vous verrez que parfois, la roue finit par tourner. Nous allons tout de suite ouvrir la première partie de notre émission. Comment je peux lui plaire? Jocelyne, bonjour. Bonjour. Que vous inspire le titre de notre première partie? Pardon? Que vous inspire le titre de notre première partie? Bien, je me pose toujours la question comment j'ai pu perdre mon mari, puisque bon, je me trouve moins belle que lui. Et étant donné que nous avons aussi une différence d'âge. Combien? 19 ans. C'est lui qui est plus jeune? C'est lui qui est plus jeune. Lorsque vous l'avez rencontré, il s'appelle Aimé en plus. Oui. Il porte bien son prénom, manifestement. Vous en étiez où, vous, dans votre vie sentimentale? Moi, je suis divorcée d'un premier mariage avec un enfant. J'ai resté quelques années seule à élever ma fille. Puis, quelques années plus tard, j'ai essayé de refaire ma vie. J'ai rencontré des personnes et malheureusement, chaque fois, il y a eu échec sur échec. Donc, frustration, peine, blessure. Et vers la quarantaine, je me suis dit, bon, ben, je vais rester tranquille dans mon coin, avec mes amis, aller au théâtre, cinéma, sortir. Et puis voilà, plus d'hommes, plus personne. Et puis un beau jour... Il paraît que c'est quand on arrive à ce moment-là que, pof, ça arrive. Oui, c'est vrai. Alors, la première fois que vous avez vu Aimé, c'était en 2003. Vous aviez à ce moment-là 48 ans. Oui. Comment pourriez-vous le décrire physiquement? Alors, j'avais 48 ans. Lui, bien sûr, à cette époque-là, en avait 29. Il était grand, toujours. Bel homme, un beau jeune homme. Voilà. Comment l'avez-vous rencontré? Sur son lieu de travail, tout à fait par hasard. À cette époque-là, il était chauffeur-livreur. Voilà, donc j'accompagnais une de mes amies à son travail. Elle était donc comptable. Elle avait un gros problème de voiture, ne pouvait pas en racheter une autre, et je la véhiculais le matin et le soir, et en faisant ses allers et retours. C'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Coup de foudre? Pour moi, non. Je l'ai trouvé très beau, mais très jeune, trop jeune. Ouais, lui, oui. Vous n'aviez absolument pas pensé pouvoir un jour avoir une relation avec lui? Absolument pas. Comment vous trouviez-vous, vous?
Moi, physiquement? Vieille, hein. Beaucoup plus vieille que lui, avec des rides, petite, ronde, maintenant avec des cheveux blancs. Bon, à l'époque, j'étais colorée, mais là, je ne peux plus. Donc, quelconque, vraiment quelconque, pas jolie. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez croisé? On s'est dit bonjour, mon ami nous a présentés. Et puis, monsieur s'est mis à faire la cour. Et moi, je ne voulais rien entendre. Et qu'est-ce qu'il vous disait? Bien qu'il voulait bien me connaître davantage. Et puis, bon, je me posais beaucoup de questions parce que je le trouvais beaucoup plus beau que moi. Moi, je me demandais qu'est-ce qu'il me voulait. J'ai dit, si c'est pour l'histoire d'un soir, je ne suis pas cette personne-là. Vaut mieux chercher dans vos âges, pas dans le mien. Voilà, donc, et puis, bon, dévaloriser, puisque je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Pourquoi moi, personnellement? Et alors, il vous répondait quoi? Bien que je lui ai plu, dès le premier jour qu'il m'avait vu arriver, d'épouser mon ami, mon visage. Puis après, il a essayé de me connaître, de m'écouter quand je venais la chercher, d'en savoir un petit peu plus. Donc c'est vrai qu'il a pas mal questionné mon ami à cette époque-là. Et il vous a fait la cour pendant combien de temps? 3 mois. 3 mois avant que j'accepte le premier rendez-vous pour aller au restaurant. 3 mois? 3 mois. C'est agréable. Ah oui, ça a été très agréable. Très agréable. C'était formidable. Vous y pensiez, j'imagine, malgré vous? J'y pensais, soir, oui, avec le temps qui s'écoulait. Je me suis dit, bon, il va y avoir fatalement ce rendez-vous. J'appréhendais quand même, j'avais très peur, malgré tout. Alors, à force de persévérance, Aimée a réussi à décrocher votre cœur. Et c'est en images que nous allons découvrir votre histoire et faire la connaissance de ce prince vraiment charmant. En amour, tout est possible. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Merci. Riance, dans le Var. Le miroir, une épreuve plus qu'un plaisir pour Jocelyne. À 58 ans, elle a de plus en plus de mal avec son image. J'ai une différence d'âge avec mon mari. On a 19 ans d'écart. Et je veux toujours lui paraître aussi belle qu'au premier jour. Je triche en me maquillant, en mettant mes crèmes pour qu'il me trouve toujours aussi charmante. Et pour s'habiller, c'est un véritable casse-tête. Oui. Je me trouve vieille, petite, ronde et les cheveux blancs. Je me trouve moche. J'ai vraiment peur de ne plus lui plaire. Aimé, le voici. Il a 40 ans, il mesure 1,87 m et pour Jocelyne, c'est l'homme idéal. Tiens, regarde. Ça, c'est celle de 2003. C'est la photo que j'avais prise juste quand tu m'as rencontrée. Quoi qu'elle en pense, Aimé n'a pas du tout cette image de sa femme. Je l'ai trouvée charmante. Voilà, c'est la photo de cette époque quand je l'ai rencontrée. Et j'ai eu le coup de foudre. Maintenant, j'ai bien changé. Maintenant, c'est ça. Ce sentiment d'infériorité vis-à-vis de son mari, elle l'a toujours ressenti. Le parcours, il était simple pour moi. T'allais te marier avec une jeunette. Pour moi, non. Mince, grande, mignonne, un peu à la Claudia Schiffer, quoi. Oui, mais bon, entre parenthèses. Tu t'avais des doutes encore, c'est pour ça que je t'ai demandé ta main pour prouver mon amour, que j'étais sincère. Et... Dans ma tête, il n'était pas pour moi. 11 ans ont passé et malgré tout l'amour d'Aimé, son mal-être ne fait qu'empirer. Je vieillis et je me trouve de moins en moins jolie. C'est vrai qu'elle a changé, mais bon, pour moi, elle reste toujours belle et voilà. Bon, je suis conscient qu'elle a vieilli, ça c'est vrai. Mais bon, moi, elle me plaît comme elle est.
Malgré les mots réconfortants d'Aimé, la situation ne va pas en s'arrangeant. Difficile à présent de trouver une activité qu'ils peuvent partager. Même la marche est devenue compliquée. J'adore faire des balades avec Aimé. Il y a quelques années en arrière, on en faisait un peu plus. Bon, maintenant, avec le temps qui passe, je fatigue beaucoup plus vite. J'essaye d'adapter ici les randonnées que je fais avec elle, être le plus longtemps ensemble, voilà. Le temps passant, cela m'empêche de faire beaucoup de choses avec lui, que j'aimerais faire. Retour chez Jocelyne. La majeure partie du temps, elle est seule chez elle. Aimé travaille. Bonjour, ma chérie. Et pour ne pas qu'elle broie du noir, Nicole, son amie d'enfance, vient régulièrement lui remonter le moral. Installe-toi. Merci. Regarde. Oh là là. C'est tout pour le régime, ça. Oui, voilà, mais c'est pour maigrir. Et avec elle, elle ose parler du vrai problème qui la ronge. Toi, tu as peur, en fait, que quelqu'un, une jeune femme, lui tourne la tête. Le sollicite. Ah oui, bien sûr. Ça me fait de plus en plus peur parce que... Oui, il m'aime. Eh ben alors. Mais c'est un homme, il est charmant. Je sais qu'il est certainement sollicité. Bon, pour le moment, ça l'intéresse peut-être pas. Mais un jour, ça risque d'arriver. S'il est avec toi, s'il serait parti, tu crois qu'il aurait attendu des années comme ça? Oui, mais je me demande toujours, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'il me trouve? Eh bien, il te trouve ce qu'aucune femme lui a porté. Hein. Ces craintes, je les comprends, mais j'ai du mal à les accepter parce que je me dis, elle a été choisie. Moi, je la trouve belle. Je comprends que Nicole essaye de me rassurer, mais ça ne m'empêche pas que mes craintes, elles y sont. Et je pense qu'elles y seront jusqu'à la fin. À quoi ça sert de vous pourrir la vie avec ces craintes? Je n'y peux rien. C'est une remise en question de tous les jours. C'est tous les jours que c'est dans ma tête, c'est tous les jours. Et puis Mais rien n'est acquis, même un couple avec deux personnes du même âge. Pareil, il y a l'un des deux qui peut être sollicité par quelqu'un d'autre de la même manière. Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais cela, pour moi, pose encore dans ma tête plus de problèmes que si j'étais avec quelqu'un en rapport d'âge. Voilà. On l'accueille sans plus attendre. Votre Aimé, il est avec nous. Bonjour. Alors, c'est votre chanson? C'est notre chanson. Oui. C'est notre chanson, oui. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette chanson? C'est notre gâté à nous. C'est vrai qu'on est très fan de Mylène Farmer. Oui. Et puis, dans les paroles, il y a le oui, mais non. Et c'est un peu ce que je me pose tous les jours. Pourquoi moi? Pourquoi pas une autre? Alors, pourquoi elle? Voilà. Pourquoi pas une autre? Parce qu'elle m'a plu. C'est vrai que quand je l'ai rencontrée la première fois, je l'ai vue, c'est vrai que j'ai flashé par son visage. Bon, c'est vrai que je n'ai pas regardé son physique, je n'ai pas regardé la différence d'âge, mais bon, j'ai eu le coup de foudre quand je l'ai vue. Et ça vous suffit pas, ça? Le coup de foudre? Et non. Voilà. Non, j'ai toujours... Il y a le doute, toujours, Sophie, il y a ce doute là, en permanence. Alors évidemment, ça doit vous pourrir la vie. Quel est ce genre de doute? C'est pas facile à vivre pour vous, j'imagine. C'est très difficile. C'est vrai qu'au départ, quand je l'ai rencontrée, bon, pour prouver mon amour, on s'est mariés. Ouais. J'ai fait le maximum pour essayer de la rassurer. Oui. Et voilà... C'est vrai que c'est un peu dommage qu'elle a toujours ce doute. Bon, je suis conscient, peut-être plus tard, elle aura un peu plus de doute encore. Mais bon, on n'y est pas et si ça arrivera, bon, on en parlera à ce moment-là. Ouais. Pour le moment, vous êtes toujours aussi bien avec elle et vous le lui dites tous les jours? Tous les jours, tous les jours. D'accord. Vous avez 40 ans, vous. Est-ce qu'il vous arrive d'être sollicité par d'autres femmes? Ça m'arrive, ça m'arrive. Et vous aussi, ça vous arrive d'être sollicité par d'autres hommes? Oui. Oui, ça vous arrive.
Non, mais c'est vrai que on a le regard des autres est blessant, très blessant. C'est ça qui est difficile à vivre. C'est très difficile à vivre. Le quotidien n'est pas facile. Lorsqu'on est dans notre petit village, dans notre petite maison, tout va bien. Mais dès l'instant qu'on sort, qu'on fait des activités, qu'on est un petit peu ailleurs, il y a le regard. Alors, je peux vous faire une confidence? Oui. Moi, je vous trouve plus belle avec vos cheveux blancs et plus courts que comme ça. Ah bon? Ouais, voilà. Lorsque vous êtes sollicité, qu'est-ce que vous répondez à celle qui vous sollicite? Je dis d'entrée que je suis marié. Oui. Déjà, je montre bien ma bague que je suis bien marié et que je ne cherche pas ailleurs. Voilà. Je fais comprendre que je suis fidèle à ma femme. Comment vous faites pour rassurer votre femme? Je dis tous les jours mon amour, j'essaye de la conforter, on parle beaucoup, j'essaye de la rassurer de ses craintes. Voilà. Vous vous rendez compte, il y a plein de femmes qui ne connaissent pas ça dans leur couple. Hein. Oui, je suppose. Je suppose bien sûr que j'ai peut-être de la chance, mais... ça, moi, vous avez de la chance, oui ça c'est sûr. Oui, j'ai de la chance. Mais c'est vrai que l'apparence, j'ai l'air peut-être gaie, mais il y a une souffrance. Et alors justement, une souffrance, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler. N'est-ce pas Frédéric, absolument, notre spécialiste Sophie. de l'amour? Bonjour. Une réaction à l'histoire de Jocelyne et d'Aimé. Effectivement, je suis touchée par Jocelyne à plus d'un titre. Déjà, le premier, c'est que son histoire, même si effectivement vous n'en profitez pas pleinement, ça montre quand même que l'amour, il arrive à n'importe quel moment, même quand on ne s'y attend plus, quand on a lâché prise là-dessus. Surtout, il paraît. Oui, surtout. Et qu'en amour, il y a rien qui est de l'ordre du contrôle et du rationnel. Et même dans les choix, même dans les coups de foudre, je veux dire, vous ne vous attendiez sans doute pas à un homme comme Aimé, et pourtant il est là. Alors ce qui est dommage, effectivement, ce qui me peine, c'est que vous n'en profitiez pas, parce que quand une personne dit l'autre est trop beau ou trop belle pour moi, c'est forcément que ça renvoie à une comparaison et que ça renvoie à l'image que j'ai de moi. Trop beau, trop belle par rapport à quoi? Et en fait, c'est par rapport à la mauvaise image que vous avez de vous. Et ça prend toute la place. Du coup, vous restez centré sur cette difficulté, la mauvaise image que j'ai de moi, ce qui vous empêche de profiter de votre relation et ce qui fait que vous accordez au regard des autres une importance, un pouvoir qui vous empêche de profiter de ce que vous avez à vivre. Et à un moment donné, ça, c'est important de prendre la décision de le lâcher, de dire est-ce que je vais donner l'importance aux autres, à ce qu'ils pensent du couple qu'on peut former, ou est-ce que je vais profiter de ce que j'ai, de ce que la vie m'a donné. Parce que la vie vous a fait un cadeau en ayant cet amour après un temps où vous étiez seul. Et il faut travailler effectivement sur cette mauvaise image que vous avez de vous. Parce que Aimé, vous lui plaisez. C'est à vous que vous ne plaisez pas. Oui, c'est vrai. Et quand on a un complexe, il ne faut pas essayer de le contourner. C'est-à-dire qu'il faut y aller frontalement. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose pour... on ne peut pas vraiment se changer physiquement. C'est-à-dire que si on est petit, on a affaire avec sa petite taille, et si on est grand aussi. Donc il faut apprendre à aimer son corps et ce qu'on a. Et ça passe par des activités qu'on peut faire qui nous permettent d'aimer notre corps. Quand on a un complexe par rapport à sa culture ou par rapport à son intelligence, on fait des activités qui développent des compétences dans ce domaine. Quand on a un complexe par rapport à son physique, c'est important de faire une activité qui nous fasse aimer notre corps, avec laquelle parce que vous n'avez que 58 ans. Quand on vous écoute, c'est comme si vous aviez 80 ans. Très vieille. C'est terrible. Très vieille. Parce qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec Sophie, avec vos cheveux blancs, vous êtes très bien. Mais c'est l'image que vous avez de vous-même. Donc, du coup, vous vous sentez vieille et il n'y a rien devant. Alors, est-ce qu'il vous arrive de faire des choses pour vous? Parce que c'est la prochaine question de Frédéric. Est-ce qu'il vous arrive de faire des choses pour vous? Pour vous faire plaisir à vous?
Pour me faire plaisir à moi, je ne me fais pas souvent plaisir puisque je me mets toujours en retrait. Je me prive beaucoup. Voilà. Je voudrais, mais je me prive. Parce que Frédéric, elle va vous expliquer que pour gagner une estime de vous, eh bien, ça commence par vous faire plaisir à vous-même. Absolument. Voilà. Et puis c'est faire... Là, vous avez à faire des choses pour apprendre à aimer ce corps que vous avez. Alors ça peut passer par la danse, ça peut passer par... un peu de gym. Oui, la piscine, ça peut passer par le massage, mais quelque chose où vous sentiez votre corps exister d'une manière agréable. Pourquoi vous faites comme ça? Non, non, je peux pas. Non. Parce que c'est pas possible. Et pourquoi? Je peux pas. J'y arrive pas parce que je suis complexée. Je peux pas. J'ai fait beaucoup d'efforts. Oui, cet été, j'ai fait beaucoup d'efforts d'aller à la piscine et ça a été quelque chose de terrible. Est-ce que vous avez toujours été complexée comme vous l'êtes aujourd'hui? Je l'ai été, mais beaucoup moins. Mais donc ça s'amplifie. Ça s'amplifie. Parce que quand même, vous êtes très jeune, vous avez 58 ans, c'est vraiment extrêmement jeune. Vous avez encore la moitié de votre vie à vivre. Je me sens très vieille. Si c'est pour vous la pourrir comme vous la pourrissez, c'est pas possible. Je sais que je refuse beaucoup d'invitations. Je sais que j'ai été sollicitée par une amie qui est présidente du club de gym de mon village, qui me tanne chaque fois. Quand est-ce que tu viens? Quand est-ce que tu viens? Non, non. Donc vous avez bien fait de venir, voilà, Jocelyne, parce que vous allez repartir d'ici regonflé à bloc. Vous allez remplir votre emploi du temps de plein d'activités. Mais il y a quelque chose qui est très important à dire, c'est que moi, souvent, quand les gens viennent me voir parce qu'ils ont un problème de confiance en eux, ils me disent, quand j'aurai confiance en moi, je ferai tout un tas de choses. Ouais. Mais non, c'est en faisant des choses qu'on gagne de la confiance en soi. Voilà. C'est l'inverse. Qui a décidé de venir ici aujourd'hui? C'est moi. Et ben alors donc ça veut dire que tout n'est pas perdu quand même, que vous êtes prête à avancer. Hein? Oui, oui, justement. C'est parce que je veux avancer, parce que justement je veux que notre couple perdure. Est-ce que, pardon de vous poser cette question indiscrète, mais est-ce que vous êtes bloquée aussi dans votre vie intime à cause de vos complexes? Oui. Voilà, donc il faut débloquer tout ça. Parce que le pauvre aimé, ça va pas aller bien. Hein. Et pour débloquer tout ça, à tous les niveaux, c'est important de faire des choses dans le corps. Pour ressentir votre corps et retrouver du plaisir dans votre corps. Du plaisir à être dans ce corps-là. Bon, vous allez réfléchir, on revient à vous tout à l'heure, mais je suis sûre, je vous vois déjà, non pas en haut de l'affiche, mais sur le fauteuil de l'Histoire continue, et en étant transformée. Vous allez voir, Aimée, c'est radical. Hein. La venue sur notre plateau est absolument radicale. Frédéric a le don de débloquer tout ça, comme je dis. Ludovic et Patricia, bonjour. Bonjour. Pourquoi était-ce important, Ludovic, pour vous, d'être ici aujourd'hui? J'ai un manque de confiance en moi, en fait. Et notre couple, depuis 6 mois, en fait, ça va plus du tout, en fait. Donc, voilà, je me renferme sur moi, il n'y a plus de sorties comme avant, comme au tout début, et voilà. Vous vous repliez sur vous? Voilà. Et pourquoi vous manquez de confiance en vous? Parce qu'en fait, j'ai arrêté mon travail, j'ai plus de travail depuis un petit moment. Ouais. Et en fait, j'ai pris 10 kilos, une dizaine de kilos, et en fait, je suis complexé. Et à chaque fois qu'on sort ou on a des amis en commun, j'ai peur qu'elle aille voir quelqu'un d'autre, en fait. Que quoi? Qu'elle aille voir quelqu'un d'autre. Ouais. Quelqu'un de mieux. Et donc, elle a beau me rassurer, et voilà, ça marche pas. Bon. Alors, toujours le problème de cette histoire-là, c'est que c'est pas parce que vous avez pris 10 kilos qu'elle pourrait aller voir ailleurs, c'est parce que vous avez plus envie d'être dans la vie que ça pourrait finir par la lasser. Hein, c'est ça? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc vous avez bien fait de venir, vous aussi. Oui. Vous allez voir qu'on va débloquer les situations ici. Alors, comment vous êtes rencontrés d'abord tous les deux? Par le biais d'une copine qu'on a en commun depuis plusieurs années. Et en fait, on a été à une soirée. Et en fait, au début, c'était... je l'avais juste rencontré comme ça, sympathique. Et en fait, une semaine après, on a fait la même soirée similaire. Et en fait, je suis venu avec un bouquet de roses. Avec un bouquet de roses. Et en fait, j'ai eu peur qu'elle me le balance. Avec une petite idée derrière la tête. Voilà. Parce que la première fois, vous l'aviez trouvée comment? Belle, jolie, mais bon, je voulais pas m'engager
Parce que peur avec les échecs que j'ai eus. Peur de s'engager. J'avais peur de m'engager, si vous voulez. En fait, de là à s'engager, quand même, c'est la voilà. première non, mais fois. je veux dire, faire le premier pas, quoi, en fait. D'accord. Et donc, du coup. Est-ce que vous aviez vous aviez pris plusieurs râteaux, comme on dit? Oui, dans le passé, oui, comme tout le monde, hein, de toute façon. Hein. Ah ouais. Et donc, je me suis dit, bon, mais peut-être que le bouquet de fleurs, elle va me le mettre dans la tête, quoi. Et en fait, non, elle a pris, elle était contente. Et voilà, après, on est sortis ensemble par le fil du temps. Voilà. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez ressenti alors? Moi, vous l'aviez remarqué la première fois? On avait sympathisé, on avait discuté. Pas plus que ça, en fait. Je l'avais trouvé très sympa, joyeux, ouvert, voilà. Il connaissait ma meilleure amie, en fait, donc on avait un petit peu parlé. Mais après, c'est surtout la deuxième rencontre, quand il m'a amené des fleurs, j'étais très surprise. Je dis mais qu'est-ce qu'il me fait? C'est une blague? C'est peut-être un charmeur, il fait ça à tout le monde, à toutes les filles qu'il rencontre. Puis non, après on a bien discuté et j'ai vu que c'était sérieux, que vraiment, non, c'était quelqu'un de sérieux, quoi. Voilà. Ah bon, parce que déjà vous vous engagiez alors? Ah oui, on avait parlé de relations, mais de relations sérieuses. Si on commençait quelque chose, pas une relation d'une semaine, quoi. D'accord, voilà. Très bien. Donc vous avez été sensible à tout ça? Voilà, oui, il m'a rassurée. Donc ce petit complexe d'infériorité qui est en train de se développer depuis la perte de votre emploi, donc j'imagine que vous avez une mauvaise estime de vous, vous avez perdu confiance en vous. Comment vous le vivez? Moi, je le vis mal parce que, en fait, il se renferme de plus en plus. Il ne veut plus m'accompagner, même chez des amis, ne serait-ce que chez des amis, et même pas dans des sorties extérieures, au restaurant, cinéma ou autre. Et c'est vrai que des fois, ça se termine en dispute. C'est-à-dire que quand je reviens, il me demande un petit peu pourquoi je rentre si tard, qui j'ai vu. Ça peut dégénérer aussi, ça peut aller sur des crises de jalousie. Puis à chaque fois, il me dit « mais t'es trop bien pour moi, de toute façon, tôt ou tard, ça va se terminer entre nous, j'en suis sûre. » Enfin, il ne me fait pas confiance. J'ai l'impression que je suis la coupable alors que j'ai rien fait. Et voilà. Ça, c'est très agaçant à vivre. Et il n'était pas comme ça du tout au début. Autant pour moi, pour elle. Donc vous avez conscience que c'est... ça nous fait du mal à tous les deux, de toute façon. Voilà, qu'on ne pourrait pas avancer si ça continuerait comme ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait la démarche, d'ailleurs, tous les deux, de venir sur le plateau. Donc vous êtes prêts à vous remettre en question, à essayer de... Oui, voilà, essayer déjà... Ouais, d'accord. De changer, quoi. Une petite réaction de Frédéric, peut-être? Mais en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que... au début, le fait d'avoir quelqu'un qu'on trouve plus beau que soi, etc., ça peut avoir un effet bénéfique, narcissisant, mais avec le temps, si on a déjà un manque de confiance en soi, ça peut devenir anxiogène, en fait. Et comme vous avez perdu votre emploi, il y a une blessure narcissique aussi à ce niveau-là. Donc du coup, ça a altéré encore plus l'image que vous aviez de vous-même. Donc c'est comme si cette prise de poids, c'était une manière de mettre en place quelque chose pour dire de toute façon, je ne suis pas aimable et ça ne peut aboutir qu'à cette situation de rupture. C'est comme si vous mettiez en place quelque chose pour justifier que de toute façon, elle ne va pas rester avec vous. Et c'est souvent ce que font les personnes qui manquent de confiance en elles. Et vous, c'est venu renforcer par cette perte d'emploi. Qui effectivement est quelque chose de difficile à vivre et peut-être qu'il y a des choses que vous n'exprimez pas par rapport à ça, que vous gardez pour vous et ça s'exprime avec cette prise de poids. Donc c'est important de pouvoir exprimer vos peurs, mais aussi les difficultés que vous vivez, comment vous vous sentez par rapport à cette situation. Parce qu'effectivement, dans les couples où il y a ce problème, où il y en a un qui s'infériorise, c'est que la personne vit dans une insécurité permanente. Elle a tout le temps peur de perdre l'autre, ce qui va l'amener à adopter des comportements défensifs pour ne pas toucher sa souffrance d'avoir peur de perdre l'autre. Donc ça va être, je cherche à contrôler l'autre, à savoir ses faits et gestes, je me déprécie pour qu'ils se disent que de toute façon, j'ai rien à faire avec cette personne. Ou je choisis de naufrager la relation. Absolument, de saboter ou de déprécier l'autre aussi. Ça peut se traduire par une jalousie excessive et une interprétation permanente. Parce que ce que fait la personne complexée en permanence, c'est qu'elle se met dans la tête de l'autre. Ça, c'est un truc voilà, quand on est mal, on s'imagine beaucoup de choses et on se met à la place de l'autre et on pense à sa place. Et effectivement, tout ça, ça a un impact très négatif dans la relation. Donc, je pense que vous avez à reconnaître que, oui, il y a cette fragilité-là en vous
il y a une perte de confiance qui est normale et qui vous a amené à cette prise de poids qui est là, pas normale, parce que c'est beaucoup, 10 kilos en peu de temps. Ouais, donc ça dit quelque chose, ça. Bon. Ça va encore. Hein? Oui, ça va, oui. Il y a bien pire quand même. Oui, il y a pire. Bon. Mais c'est l'image que Ludovic a de lui-même qui est mauvaise. Océane, comment vous réagissez aux difficultés de ce couple? Moi, en fait, c'est tout l'inverse. Car moi, c'est moi qui est jalouse dans le couple et qui me sens inférieure à mon copain. Donc, moi, je peux comprendre ce que peut ressentir Ludovic parce que moi, je le vis au quotidien aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous complexe exactement? Parce que quand on vous voit comme ça, on se demande ce qui peut vous complexer quand même. Moi, en fait, c'est parce que j'ai une maladie de peau, j'ai un vitiligo. Donc, ça touche la peau, surtout l'apparence. Donc, le regard des gens en permanence. Donc, je me sens en permanence regardée, dévalorisée. Enfin, je me sens... Mais j'imagine qu'il le sait depuis le début que vous avez un vitiligo. Non, il l'a pas su de suite parce qu'en fait, on s'est rencontrés par un ami, le biais d'un ami sur Internet. Ouais. Donc, il n'a pas su tout de suite que j'avais une maladie de peau. Voilà. Donc, il l'a su à quel moment? Mais en fait, il voulait me voir en photo et à la caméra. Et bien évidemment, moi, je voulais pas. C'est au soir de Noël que je lui ai dit, bon, pour Noël, je t'offre la caméra. Donc, je m'étais bien maquillée pour dissimuler ma peau. J'ai fait des effets de lumière avec la caméra, enfin, tout le truc. Donc, à la caméra, j'ai fait en sorte de ne pas trop bouger. Je ne levais pas trop les mains pour pas qu'il puisse voir ma peau, tout ça. Et donc, il ne le savait toujours pas. Donc, je m'en voulais énormément parce que j'ai l'impression de lui mentir. Bah ouais. Donc c'est ma meilleure amie qui lui a dit quelques mois plus tard, qui lui a envoyé une photo. Quelques mois plus tard, ah oui, ça a duré plusieurs mois quand même. Oui, ça a duré peut-être 3 mois, elle lui a dit, peut-être 3 mois plus tard. Enfin, elle lui a envoyé une photo parce qu'elle me voyait que j'étais mal. Et puis là, pour moi, c'était la catastrophe. Parce que du manque que j'ai su qu'il a su, moi j'ai coupé tout, Internet, photos, je ne voulais plus qu'on puisse me joindre. Par peur de son jugement. J'étais en crise d'angoisse. J'étais en train de pleurer, je rigolais, j'ai fait tous les états possibles. Je voulais pas qu'il... Je voulais plus... Parce que pour moi, je l'avais perdu, donc c'était... Et puis? Et puis, il a voulu me voir quand même. Donc, alors, ça devrait vous lever tous vos doutes? Eh ben non. Parce que quand je l'ai vu, j'avais perdu du poids. Parce que j'étais en stress, donc j'ai perdu peut-être 3 kilos à peu près. Pendant 2 jours, j'ai pas mangé avant de le voir. J'étais en stress. Ma meilleure amie, elle a même dû m'enfermer dans la voiture pour partir. Parce que je voulais pas venir le voir. Elle m'a dû me tirer parce qu'on s'est rejoint sur la plage. Elle a dû me tirer. J'osais pas le regarder. Enfin, je me sentais vraiment inférieure à lui. C'était même pas... C'est pas possible, quoi. Donc, en plus, pour dire, on était en plein été, j'étais avec l'écharpe. Enfin, j'ai vraiment fait tout pour dissimuler un maximum. Voilà, et en été, je peux pas me mettre en débardeur, je me cache, quoi. Donc ça, c'était le jour de votre rencontre? Non, ça c'était une sortie à trop tard. Alors, Richard, bonjour d'abord. Bonjour. Quel souvenir gardez-vous du jour où vous l'avez rencontré? Le souvenir que j'en garde, la première fois que je l'ai vue, je ne l'imaginais pas du tout aussi grande. Enfin, elle fait ma taille, donc je la voyais pas comme ça, déjà. Donc, une belle femme, enfin une belle fille. Et, oui. Oui. Donc, de suite, ce que je me suis pensé, c'est s'il peut se passer quelque chose, je serais plutôt chanceux quand même. Je me considérerais comme quelqu'un de chanceux. Donc, on va dire que j'ai pas du tout vu sa maladie de peau en fait. C'est pas ce qui m'a arrêté parce que vous l'avez vu, mais ça vous a pas arrêté. Je l'avais vu en photo, oui, mais quand je l'ai vu en vrai, donc j'ai pas vu ça, c'était pas apparent en fait. Caché. Comment? Je l'avais caché. Ouais. Partout? J'avais chaud par contre, du coup, mais j'avais mis un pantalon, un manchon, écharpe. Des gants? Je l'aurais fait. S'il y avait des gants en été, je l'aurais fait, il n'y a pas de souci. Bon, enfin, ça ne vous a pas empêché d'aller plus loin dans votre relation? Non, du tout.
quand vous l'avez vu un peu dévêtu, ça vous a posé un problème? Non, absolument pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui se choque facilement. Enfin, moi, les problèmes physiques des personnes, ça m'atteint pas vraiment. Pour moi, c'est une différence, mais c'est pas une mauvaise différence. C'est quelque chose... pour moi, si on est prêt à s'engager avec quelqu'un, on va accepter ses défauts. Donc, enfin, ses défauts Et vous êtes prêt? Moi, je suis prêt, oui. Et ça vous suffit pas? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je sais pas, peut-être de la confiance, surtout. Ouais. Et alors, bon, on va voir ça avec Frédéric, comment gagner de la confiance. Mais en quoi ce manque de confiance, justement, met-il votre couple en péril? Ça se traduit par quoi? Mais de la jalousie excessive, parce que quand il faut aller dans un lieu public, parce qu'on fait de la musculation, donc quand il faut aller dans le lieu public, moi c'est fini. Enfin, je prends sur moi, j'essaye de prendre sur moi, mais des fois je peux pas me retenir. Donc je vais lui dire, tu regardes pas par là, j'essaie un peu de contrôler ce qu'il fait même, mais le problème c'est que je le sais que je vais trop loin, donc des fois je vais prendre sur moi. Donc du coup je vais avoir envie de pleurer, je vais me sentir mal, des fois j'ai même pas envie de sortir. Donc, Oui, puis surtout vouloir tout contrôler, ça sert à rien. Oui, et le pire c'est que je m'en rends compte. À chaque fois je sais que qu'il faut pas parce que... Mais j'y arrive pas. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il peut regarder les filles. Il va forcément, s'il tourne la tête, il va dire bon, celle-là, elle est mieux. Alors, on avait reçu une invitée une fois qui était atteinte du même syndrome de peau que vous et qui, elle, en a fait une force. Elle est devenue modèle pour des photographes. Et justement, ce qui les intéresse, c'est sa différence. Oui. Ça vous parle, ça ? Oui, j'avais vu le sujet. Et alors? Moi, j'étais admirative, franchement. Parce que comment elle assumait, moi, je l'enviais, parce que moi, j'aimerais bien pouvoir assumer ma maladie comme elle le fait. Mais vous êtes très jolie. Vous pourriez largement, autant qu'elle, prétendre à être modèle pour un photographe. Déjà, j'arrive même pas à me mettre en maillot de bain, en t-shirt déjà. Donc, Et vous n'auriez pas envie d'entrer en relation avec elle? Oui, ça m'aurait pas... Parce que toute une histoire, c'est une grande famille. Frédéric, c'est une très bonne idée. Parce qu'effectivement, vous citez cet exemple-là qui est important. C'est-à-dire que par rapport... Son problème, c'était un problème physique. Donc, elle l'a réglé d'une manière où elle a travaillé sur l'image qu'elle avait d'elle-même. Et en fait, du coup, lui, il vous accepte comme vous êtes, mais c'est vous qui ne vous acceptez pas. Pour l'instant, vous n'avez pas encore fait ce chemin d'accepter d'avoir cette maladie. Donc, tant que vous n'avez pas fait ce cheminement, vous ne pouvez pas prendre l'amour de l'autre. Parce que vous ne vous aimez pas avec cette maladie. Donc, c'est important de faire ce travail, d'apprendre à vous aimer avec cette maladie. Parce que sinon, vous ne pourrez pas recevoir tout l'amour qu'il a à vous donner. Et ce qui vous amène effectivement à des comportements défensifs, de contrôle, parce que vous avez peur de le perdre, tout le temps. Des comportements de sabordage. Oui. Le mot est là. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, ce n'est pas votre vitiligo qui risque de l'éloigner. C'est votre comportement parce que vous ne l'acceptez pas. Donc, ce n'est pas la maladie elle-même. Parce qu'effectivement, vous êtes très jolie, mais vous ne le voyez pas pour l'instant. Parce qu'à vos propres yeux, vous vous réduisez à cette maladie. Et vous ne voyez pas à quel point vous êtes jolie. Non, je ne suis pas convaincue. Qui a pris la décision de venir ici? Pourquoi? Parce que je l'aime et j'avais envie de faire avancer notre couple. Même si on est jeune, pour moi, c'est lui. Donc, j'ai envie de changer. Est-ce que vous pouvez vous lever? Vous êtes complètement folle, vous. Alors là, cette jeune femme qui ne se trouve pas jolie. Non, mais vous rêvez ou quoi? Vous vous rendez compte du physique que vous avez? J'ai des taches. Vous avez des taches? Et alors? Moi, j'ai plein de taches de rousseur partout. Chacun a sa particularité. Vous pouvez vous asseoir, mais je me doutais que ce physique pouvait ressembler à ça. Comme on dit, elle est super gaulée, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui.
Enfin, en tout cas, c'est génial d'être revenu sur ce plateau aujourd'hui, d'oser affronter les caméras, d'oser vous montrer, sans écharpe, sans gants. Oui. C'est formidable. C'est peut-être une bonne idée d'entrer en contact avec cette jeune femme. Très bonne idée. De discuter avec elle, de regarder les photos qu'elle a faites. Bon, on va vous laisser réfléchir. Et de voir qu'on peut être belle, même avec des taches. Et oui. Mais pour l'instant, vous ne voyez que ça, donc ça occupe tout l'espace. C'est comme si, voilà, ça vous empêchait de... Donc il y a un voile à déchirer, et c'est important de faire effectivement quelque chose qui vous permette de vous voir tel que vous êtes. Et d'échanger avec cette personne qui a la même différence que vous, ça peut vous montrer le chemin qu'elle a parcouru par rapport à ça. C'est vrai. Marie-Thérèse, bonjour. Marie-Thérèse qui a l'air très à l'aise d'être sur ce plateau. Pas vraiment. Hein, je le vois. Pour quelle raison êtes-vous là aujourd'hui? Vous êtes ce que nous appelons, nous adorons cette expression, notre invité à la croisée des chemins. Alors je suis ici parce que je crois plus du tout à l'amour. Pourquoi vous croyez plus du tout à l'amour? Parce que donc je suis moche et je trouve que les hommes trop beaux ne sont pas pour moi. Et je me dis, voilà, alors, les beaux avec les beaux et les moches avec les moches, ça me paraît logique. Hein, ça se passe pas forcément c'est toujours ce comme ça. qu'on me fait comprendre. Est-ce que vous voulez qu'un beau? Non, au contraire, je prends des hommes qui sont plus... Comment? Je prends des hommes qui m'attirent. Hein, voilà, ouais. Alors, quel genre vous attire? J'ai pas de genre, voilà. Je peux avoir, ça peut être un grand, un moyen, un chauve, ça... Le coup de foot, voilà. Bon, mais pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas eu. Jamais? Non, j'ai eu des hommes, mais bon, ça a été des échecs en permanence. Et enfin, vous avez quand même été mariée longtemps. J'étais mariée, mais voilà. Pendant combien de temps? 17 ans. 15 ans de mariage et 17 ans de vie commune. Mais quoi? Comment? Mais quoi? J'étais un vrai garçon manqué, et puis je faisais pas... Voilà, je me plaisais comme j'étais. C'est-à-dire jogging, basket. Vous plaisiez, mais vous plaisiez à votre mari, puisque vous êtes mariée avec lui. Oui, il n'a jamais... Il a jamais... il n'a jamais fait de reproches de la façon que j'étais habillée. Parce que vous étiez habillée. J'étais quelqu'un de très naturel, pas de maquillage. Jamais? Non, juste pour mon mariage. Ah, comment vous étiez pour votre mariage? Maquillée et en robe, pour une première fois, parce que je n'avais pas le choix. Mais votre mari, vous l'avez séduite en étant en basket? Et pas en pantalon, non. Et puis, je lui plaisais, a priori. Et lui, il vous plaisait? Oui. Quel enthousiasme. Oui, mais j'étais plus souvent en basket et en jogging et jamais en robe. Oui, on s'en fiche. L'important, c'est que vous lui plaisiez. Je ne me posais pas de questions. Bon. Mais depuis mes 4 ans de divorce... C'est lui qui est parti? Oui. Il est allé voir ailleurs? Non. Bon. Non, il a voulu reprendre sa liberté, voilà. Bon. C'était son choix, j'ai respecté. Et depuis, plus rien? Si, j'ai fait des rencontres, mais voilà, on a joué beaucoup avec mes sentiments et on m'a beaucoup brisée, donc on m'a énormément rabaissée, donc jusqu'à me dire que j'étais garçon manqué, pas assez féminine. C'était peut-être la vérité. Je le pense maintenant. Mais sur le moment, vous ne vouliez pas l'entendre? Non, mais après, on se dit que oui, c'est vrai. C'est pas non plus... C'est dur d'entendre des hommes dire on n'est pas assez féminine, les garçons manqués, je trouve que c'est dur. Ouais, c'est dur, mais en même temps, on peut changer, non? Alors j'ai changé depuis, je fais des efforts en mettant plus des décolletés, et je me disais, voilà, j'avais changé de coupe de cheveux, porter des chaussures, voilà, mais ça ne suffit pas. Le physique... Là, par exemple, là, vous êtes au max de la féminité avec ces chaussures? Non, je pourrais être mieux. Comment? Ça pourrait être mieux. Ouais. Bon, les chaussettes aussi, on pourrait mieux faire.
faudrait peut-être revenir sur vous. Pourquoi vous ne reviendriez pas sur un truc relooking? Ah ben voilà, là, Oui, regardez, là, cette photo-là, elle est... Là, vous étiez féminine, par exemple, là. Sur la photo. Il paraîtrait. Hein? Il paraîtrait. Vous êtes en robe, c'était pas le jour moi, de votre mariage. Moi, je me plais pas plus, hein. Je me plais pas comme ça. Bon, pourtant, c'est bien, moi, je trouve. Petite ballerine et tout, ça vous va bien. Je trouve pas, mais... Bon, donc, en fait, vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Ah, j'ai perdu confiance à cause des hommes, parce qu'à la force d'entendre voilà, qu'on n'est pas... qu'on est moche physiquement, qu'on est grosse, voilà, c'est difficile. Un commentaire de Frédéric? Mais en fait, ce qui me frappe quand je vous écoute, c'est que je me dis, il y a un moment donné où vous avez dû complètement désinvestir votre aspect physique et qu'en fait, vous vous mettez en position de vous faire confirmer quelque chose que vous avez à l'intérieur, c'est que vous considérez, je ne sais pas ce que vous pensez de vous, mais j'ai l'impression que vous considérez que vous avez un physique ingrat et que de toute façon... Tout à fait. Voilà. Ouais. Et du coup... Ben, comme j'ai cette croyance-là, je désinvestis complètement mon aspect physique et pendant, je ne sais pas combien de temps vous êtes resté avec votre mari, mais pendant tout ce temps, ben, je n'ai même pas fait attention à moi physiquement. C'est vrai, pendant 15 ans, je n'ai jamais fait attention. Je n'ai pas fait d'efforts du tout. Et il disait rien, lui? Non. Et c'est ça qui est surprenant. Parce que... il ne vous regardait pas, quoi. Bah si, quand même, hein. Et en fait, ma question, c'est qui vous a mis cette croyance dans les poches? Parce que vous êtes féminine, vous avez des formes, vous êtes une femme qui a des atouts. Et qui vous a mis cette croyance dans les poches que vous avez un physique ingrat? D'où ça vient, ça? Les rencontres que j'ai pu faire depuis 4 ans. Mais c'était pas avant? Non. Quand vous étiez enfant, vous étiez une petite fille J'étais féminine quand j'étais petite. Et donc c'est les premières rencontres masculines? Oui. Oui. Et c'est souvent à cause de ça que les hommes ne restent pas avec moi ou me trompent carrément. Et ça fait mal parce que... Oui, aujourd'hui, je me dis, je ne suis pas féminine du tout. Et pour moi, l'amour n'est pas ma portée de main, ni le bonheur. Je ne sais pas ce que c'est. En même temps, c'est pas parce que vous avez vécu une expérience douloureuse qu'il faut en tirer une... C'est pas parce que quelqu'un vous a trompé qu'il faut en tirer une conséquence sur... En 4 ans, j'en ai eu beaucoup et... Tant que ça? Oui, étant donné, dites, ça marche pas mal alors. Non, c'est que j'étais sur des sites, je suis encore sur des sites internet et voilà, ça me fait... c'est pas un bien de y être parce qu'il y a de tout. Et ils se permettent de nous juger. Et si je puis me permettre, quand on a une difficulté par rapport à l'image de soi, être sur des sites et puis se trouver confronté, parce que comme c'est le supermarché de la rencontre, où l'image est très importante, on peut être catalogué, tout à fait. Voilà, qu'on soit bien ou pas d'ailleurs. Et puis de toute façon, il n'y a pas de critères. Ça n'a pas l'air de vous plaire, vous, les sites internet. Mais non, parce que moi, je vois des gens très bien qui viennent parce qu'ils sont complètement déstabilisés et démobilisés par rapport à la rencontre parce qu'ils se disent, dès que je balance ma photo, plus personne ne répond. Donc pour l'image de soi, c'est très violent. Très, très violent. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est pas une expérience que je trouve bonne. Et quand on est un peu fragile là-dessus, moi, je déconseille d'aller s'inscrire sur des sites de rencontres parce qu'on en prend plein la figure. Tout à fait. Voilà, il faut vraiment ralentir là-dessus et puis trouver d'autres moyens de rencontrer des gens, peut-être en faisant des activités qui vous plaisent. Et voilà. La danse, il paraît que c'est très bien, Marie-Thérèse. S'inscrire... Ouais. Je fais aucune activité, donc voilà. C'est fort dommage. Mais je suis la solitude me pèse beaucoup de toute façon à la force. Les week-ends se résument à rester chez moi et voilà, parce que j'ai pas d'amis en qui je pourrais sortir. C'est que des amis qui sont mariés, donc ça les intéresse pas de sortir avec moi. Et... Ça veut dire qu'il faut trouver un autre cercle de relations. Parce que celui dans lequel vous êtes vous enferme, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'ouverture. Donc, il faut que vous réfléchissiez à quelque chose qui vous plairait. Et c'est comme ça que vous allez faire des rencontres de personnes qui peuvent être disponibles, etc. Mais en restant chez soi, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on ne fait pas de nouvelles expériences. Bon, je sors quand même un peu avec des couples, mais... Voilà, le regard, il est là. Mais quand on est seul, c'est pas forcément une bonne idée de ne sortir qu'avec des couples. Ça, c'est surtout pas une bonne idée. Oui.
Non, ça je vous le confirme. Donc c'est important que vous réfléchissiez peut-être à une activité que vous auriez envie de faire, où vous pouvez rencontrer des gens nouveaux, où il n'y a pas forcément de jugement, des gens qui n'ont pas d'a priori sur vous, et qui puissent vous permettre de voir que vous pouvez faire des rencontres, mais dans un autre contexte. Oui. Vous avez quelque chose à dire à Marie-Thérèse? Vous vous rendez compte que vous avez aimé? Oui. Oui, je sais. Ouais. J'ai aimé. Oui. Moi, j'aimerais bien être à sa place. Ah ben, je comprends. On a une surprise. On a une surprise pour vous à la fin de l'émission. Alors, on verra si c'est peut-être pas celle que vous pensez, mais on en aura une, en tout cas, à vous proposer. On retrouvera justement Aimé et Jocelyne, qui est en train de trembler en se disant « Oh là 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 là, j'ai mal fait de venir, moi ». Dans notre deuxième partie, ce sera juste après ces messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez trompé votre conjoint et cette infidélité a failli vous coûter très cher. Suite à un adultère, vous avez perdu votre emploi, vos amis ou votre situation sociale. Aujourd'hui, vous aimeriez faire machine arrière ou à l'inverse, vous n'avez aucun regret. Une relation extra-conjugale a nui à votre réputation ou à votre carrière. Aujourd'hui, cette infidélité vous colle à la peau. Votre famille vous a tourné le dos après avoir appris que vous aviez trompé votre femme ou votre mari. Il vous a fallu du temps avant de vous réconcilier. Après une infidélité, vous avez tout perdu, mais vous avez réussi à rebondir et aujourd'hui, vous êtes plus heureuse que jamais. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. À cause d'un accident pendant sa jeunesse, Magali garde de lourdes séquelles. Mais depuis sa première participation à notre émission, en 2008, elle a fait bien des progrès. Toujours me dire qu'il y a pire que moi. Et de me dire, bah alors, c'est pas grave. Tu vas y arriver, allez hop. Dans l'histoire continue, elle nous parlera de sa nouvelle vie et de ses projets d'avenir. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Votre enfant souffre de troubles psychiatriques, schizophrénie, paranoïa, bouffée délirante ou psychopathie. Vous venez d'apprendre que votre fils ou votre fille est atteint d'une maladie psychiatrique. Vous avez besoin de conseils. Vous avez dû faire interner votre enfant, vous le vivez mal ou au contraire, vous considérez que c'était votre devoir de parent. Votre enfant souffrait de troubles psychiatriques et il a fini par devenir dangereux pour lui-même ou pour les autres. Durant votre jeunesse, vous avez été interné à plusieurs reprises, mais aujourd'hui, vous êtes sorti d'affaires. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Jocelyne et Aimé sont ensemble depuis 11 ans. 18 ans les séparent et plus le temps passe, moins Jocelyne se sent à la hauteur de son mari. À tel point qu'elle est inquiète pour l'avenir de leur couple. Alors comment peuvent-ils réussir à retrouver un peu plus de sérénité? Eh bien c'est ce que nous allons leur demander dans notre deuxième partie de notre émission. En amour, rien n'est trop beau, c'est le titre de cette deuxième partie. Alors, quels efforts faites-vous au quotidien, Jocelyne? Parce que vous en faites des efforts malgré tout. Oui. Pour rester, entre guillemets, à la hauteur de votre époux. Oui, je fais beaucoup d'efforts. En 2010, je suis rentrée en cure de diététique dans un établissement pour perdre du poids. Et depuis 2010, j'ai perdu 20 kilos. Et tous les jours, au quotidien, puisque les rides sont apparues, donc bien on se masque, on met des crèmes, je me maquille. Je m'habille, je me maquille comme si j'allais travailler. Bien sûr. Donc, toujours prête pour dire que quand il arrive du travail, bien, il soit agréablement surpris, qu'il ne se lasse pas de sa femme et qu'il aille voir ailleurs. Bien sûr. Et Aimé, j'imagine que vous êtes sensible à tout ça, à toutes ces petites attentions. Très sensible. C'est vrai que je vois que chaque fois, elle s'habille bien. Je suis fier qu'est-ce qu'elle a fait, les efforts qu'elle a fait. D'aller en cure, perdre du poids.
Arrêter de fumer aussi. Ouais, arrêter de fumer. Ah bah oui, Et ça, j'ai fait beaucoup de choses. Mais je vois les années défiler. Je vieillis plus vite que lui. Il vieillit aussi, mais c'est moins apparent. Et puis, comment dire... Et alors, la séduction, c'est pas forcément lié à l'âge. On peut avoir d'autres atouts, dit-elle en se rassurant. Non, mais c'est vrai la séduction, c'est pas une affaire ayant d'âge. une attitude gaie, joviale, entreprenante, en ayant envie de faire des choses, de vous ouvrir aux autres, ça, c'est séduisant. On s'en fiche des rides ou de quelques kilos en trop. En revanche, en étant replié sur soi et en passant son temps à se regarder, en se disant « Oh là là, ça va arriver, il est plus jeune, il a moins de rides. » Oui, forcément. C'est pas comme ça que vous êtes séduisante. Oui, vous avez certainement raison. Pas qu'une question de physique. La séduction, ça vient de l'intérieur, c'est pas qu'une question de physique. Oui, c'est ce qu'il a vu au départ. C'est mon intérieur. C'est ma gentillesse. Et c'est ça qui lui a plu. Oui. Ça lui alors, où c'est ça? Mais parce que je vieillis plus vite et donc je me dis quelque part un jour il va se lasser d'avoir une personne. Mais Jocelyne, rien n'est acquis. Donc vivez la vie au jour le jour. Et vous voyez, à mon avis, beaucoup plus vieille que vous n'êtes. Ah oui, je me sens très vieille. Oui, mais oui. Oui, parce que vous focalisez complètement là-dessus. C'est comme Océane avec son vitiligo. Il prend toute la place et vous, votre différence d'âge, elle prend toute la place. Vous voyez que ça. Alors que vous ne voyez pas ce que vous avez, les possibilités que vous avez de profiter de votre vie aujourd'hui. Oui, vous allez vieillir, mais nous tous, et comme le dit Sophie, il n'y a aucune garantie dans un couple. Aucune. Que ça dure. Simplement, il vous a choisi pour certaines raisons. Vous l'avez choisi aussi, vous, pour certaines choses. Donc, il faut tenir compte de ça pour profiter de la relation. Oui, vous êtes en train de vous priver de la chance d'être bien, quoi. Voilà, vous pourrissez la vie. Mais parce que je me trouve pas bien. C'est pour ça que Donc, c'est important de vous en occuper, justement. Je ne me trouve pas bien. De ce mal-être psychique que vous avez. Et peut-être de vous faire aider pour sortir de cet envahissement, parce que là, vous êtes complètement envahi par votre histoire d'âge. Donc, c'est peut-être important, si vous n'y arrivez pas toute seule, d'aller vous faire aider par quelqu'un qui peut vous montrer ce que vous avez, la vie que vous avez envie de vivre. Est-ce que vous faites des choses encore tous les deux, à part aller marcher ? Non, pas trop. C'est vrai qu'avec mon travail, c'est vrai que je ne suis pas souvent à la maison. Et je me rends compte que quand même la solitude, ça doit lui poser ici. C'est vrai que... Oui, ça, c'est pas forcément rassurant. Donc, ce serait peut-être important que vous mettiez en place une activité que vous fassiez tous les deux aussi. Oui, c'est vrai qu'on fait... Mais oui. Ludovic et Patricia, vous êtes ensemble depuis 1 an et demi, mais le complexe d'infériorité de Ludovic empêche votre couple d'avancer et de s'épanouir. Est-ce que vous vivez ensemble tous les deux? Non. Est-ce que la vie à deux est envisageable? Pour le moment, non. À cause de mes complexes et mon manque de confiance, non. Ça serait difficile. À cause des disputes et tout ça. Donc vous ne l'envisagez pas? Si, pour que ça s'arrange. Plus tard, oui. Voilà. Si ça va mieux, oui. Donc pour le moment, vous êtes un peu pessimiste sur l'avenir de votre couple? Non, parce que moi, je veux changer quand même. C'est pour ça que je suis venu ici. Mais c'est sûr que ça va être dur, mais je ferai tout pour y arriver, quoi. Qu'est-ce qu'on peut conseiller alors à Ludovic pour qu'il reprenne confiance en lui? Et je pense que c'est important que vous parliez des peurs que vous avez. Vous disiez aussi comment vous vivez cette situation d'avoir perdu votre travail et là de... Moi, c'était mieux en fait. Il se confie pas beaucoup. Et oui, c'est vrai qu'il se confie pas. Déjà, j'avais un travail, donc déjà, j'y pensais moins. Et là, c'est vrai qu'à rester chez moi, à rien faire, à ressasser tout ça, ça m'a... C'est une constante, hein.
c'est quand on est mal, on s'enferme. Et c'est en s'enfermant qu'on entretient son mal-être. Et à un moment donné, c'est soit aller se faire aider, c'est soit faire une activité à l'extérieur, c'est demander aussi de l'aide à ses amis, de dire là j'ai de la difficulté à sortir de chez moi, à faire des choses, donc j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre aide. Mais pour ça, il faut dire ce qui ne va pas. Et puis vous gardez tout. Et du coup, vous prenez du poids. C'est ne pas se couper du bien et des autres. Ouais. Donc c'est de dire, d'accepter que j'ai besoin d'aide là. Et vous faites du sport? Non, mais là, justement, je vais en reprendre. On en parlait justement pour se retrouver tous les deux. D'aller dans une salle de sport, voilà. Tout à fait, tous les deux. Ouais. Et puis peut-être d'apprendre à dire, plutôt que de chercher à contrôler ce qu'elle fait et de dire, voilà, d'avoir des moments de dialogue où vous pouvez dire, ben voilà, moi où j'en suis, quelles sont mes peurs, les projets que j'ai envie d'avoir avec toi, pourquoi je t'ai choisi, qu'est-ce que j'aime chez toi. C'est souvent une question que je pose aux couples qui sont en difficulté, c'est pourquoi ils se sont choisis. Alors, quand on me dit, oui, j'aime tout chez l'autre, non, ça suffit pas, c'est d'essayer de rentrer dans le détail, parce que c'est important de savoir pourquoi l'autre nous a choisis, parce que c'est ça qui fait qu'on est unique. Et du coup, si je sais ça, j'ai moins peur qu'elle aille voir le premier venu, parce que je sais qu'elle m'a choisi pour des raisons précises. Donc tout ça, il y a un manque de dialogue aussi, probablement. Ah oui, on se focalise plus sur les conflits, les disputes, que les choses positives. Plutôt que de parler de votre relation et de ce que vous vivez, de bien, mais aussi de difficile et peut-être en termes d'estime de soi, les peurs que vous pouvez avoir. Donc je vous encourage à dialoguer plus et effectivement aller faire un peu de sport ensemble. Ça ne peut être que bénéfique, mais il faut sortir de chez vous. D'accord. Océane, malgré tout l'amour de Richard, aujourd'hui encore, vous ne vous sentez pas à la hauteur physiquement. J'imagine que votre période de mal-être est amplifiée l'été, au moment où on se découvre. Bah oui, surtout en été, parce que lui, il adore aller à la plage. Puis moi, malgré ça, j'adore l'eau, la piscine. Je me restreins beaucoup, en fait. Et surtout qu'à la plage, lui, il va se baigner aussitôt. Et moi, je veux pas. Quand moi, je vois tous les couples, on voit main dans la main, on voit les copains, ils sont fiers d'être avec leurs copines. Enfin, ils sont fiers d'être vus ensemble. Moi, je suis... avec mon paréo, je suis cachée sous le parasol avec des serviettes sur les jambes. Puis même pour aller à la plage, déjà il faut que je mette un sac devant, un sac derrière, parce que si j'y vais en short parce que j'ai trop chaud, je me dissimule les jambes avec les sacs, ou je fais en sorte qu'il y ait ma mère devant, lui derrière. Enfin, je fais tout le truc. Je m'empêche, même pour aller dans l'eau, il faut que je cours, il faut qu'il me cache. Est-ce que vous pensez, Richard, que vous allez pouvoir supporter ça longtemps? Je suis comme tous les hommes, hein. C'est une personne normale, quoi. Au bout d'un moment, c'est vrai que c'est usant. C'est pas simplement pour moi, c'est aussi usant pour elle, c'est usant pour nous deux. Donc c'est vrai que si on se dit s'il n'y a pas de changement, c'est pas possible de vivre ça toute une vie. Ce serait gâcher la vie de l'un et de l'autre. Donc moi, je peux pas dire... on continue dans cet axe-là, parce que c'est pas possible. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Que malgré tout, même si son vitiligo il part pas totalement parce qu'elle fait de la photothérapie pour récupérer, donc si il lui reste quelques tâches, qu'elle reste comme elle est, je l'aime pour ce qu'elle est, pour sa personnalité. Puis, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai deux femmes en une, puisque j'ai une métisse et une blanche. Hein, donc, C'est joli, non? C'est un joli compliment. Bon, de toute façon, on va vous mettre en contact avec cette autre invitée qui était venue. Je pense que ça vous fera du bien et ça vous fera du bien de dialoguer avec elle. Marie-Thérèse, vous aussi, vous êtes mal dans votre peau, vous avez l'impression que votre physique bloque les hommes et ce complexe vous gâche la vie au quotidien. Vous vous renfermez vous aussi sur vous-même? Oui, j'ai un peu la même réaction que Jocelyne. C'est-à-dire? Je me sens pas... Si je devais changer quelque chose sur moi en priorité, ce serait déjà la tête. Parce que voilà, je trouve qu'il est vraiment pas féminin. Votre tête?
Oui, le visage. Il suffit de la maquiller un peu et puis voilà. Peut-être vous laisser pousser un peu les cheveux. J'ai essayé de me faire pousser les cheveux, mais on me dit que le court va mieux. Et moi, après, c'est vrai que j'ai des hanches, j'ai un peu de ventre, mais un peu de poids. Alors, je vous disais que vous nous avez beaucoup touchés quand on a préparé cette émission. On a eu envie de vous aider à reprendre le dessus. Et j'aimerais vous présenter une jeune femme qui est avec nous aujourd'hui, Laetitia. Je vais vous demander de venir nous rejoindre, Laetitia. On va vous approcher. D'ailleurs, tiens, mais prenez ma place. Voilà. Mettez-vous à côté de Marie-Thérèse. Voilà. Hop. Oup. Alors, Laetitia, qui êtes-vous d'abord? Nous avions fait votre connaissance lors d'une précédente émission sur un tout autre sujet. Vous nous aviez parlé du cancer de votre maman et de votre opération justement pour éviter vous-même de tomber malade, hein, à l'image d'Angelina Jolie qu'on a vu dans tous les médias qui avait choisi elle aussi de faire ça. Si on vous a fait venir aujourd'hui, c'est pour venir en aide donc à Marie-Thérèse, car vous êtes conseillère en images. Tout à fait. D'abord, est-ce que vous êtes touchée par l'histoire de Marie-Thérèse? Évidemment, parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais on parle surtout d'un complexe, finalement, d'une femme à l'autre, en fonction d'un poids ou d'un syndrome, d'une maladie ou autre. Et là, d'un gros complexe, effectivement, physique, mais qui peut être aussi moral. Donc, finalement, moi, j'ai énormément travaillé sur moi à la suite de cette intervention parce que c'était quelque chose qui était un complexe caché mais qui pouvait devenir quelque chose de très handicapant et notamment dans la séduction et dans la recherche de l'âme sœur. Donc je pense qu'aujourd'hui en fait toute femme a besoin d'être orientée, d'être accompagnée et de pouvoir aussi reprendre effectivement confiance en elle et retrouver aussi un amour de soi. Parce que finalement, dans cette séduction, donc l'étymologie du mot séducere, conduire à soi, on a envie d'emmener l'autre vers soi et il faut d'abord, avant tout, se plaire et changer en fait le regard que l'on porte sur soi pour que les autres puissent être convaincus. Alors, qu'est-ce que vous auriez envie de proposer à Marie-Thérèse pour l'aider à se sentir mieux? J'ai très envie qu'on passe du temps ensemble déjà pour qu'on puisse discuter de tout ça dans l'intimité et puis qu'on puisse aussi effectivement faire un petit point justement sur les différentes évolutions qu'elle a déjà eues puisqu'elle en a parlé, que ce soit tant au niveau de la coupe de cheveux que du style vestimentaire. Je pense que c'est important qu'on puisse prendre le temps d'aller vers cette recherche et cette révélation identitaire et féminine pour qu'elle puisse à son tour retrouver l'amour. Vous imaginez, Marie-Thérèse, comment vous allez être la prochaine fois que nous allons vous recevoir avec une petite robe en dentelle, des stilettos à talons? Alors oui. Non, je n'arrive pas à me projeter. On peut être vraiment très féminine aussi en pantalon et je pense qu'en fait c'est ça aussi, tout l'art et la subtilité de pouvoir aussi comprendre que dans son style, avec aussi des clés qu'elle possède, on va pouvoir sublimer sa nature et la faire évoluer, la sublimer, voilà. Qu'elle reprenne effectivement goût à peut-être des choses qu'elle a pour l'instant mis de côté et qu'elle puisse à nouveau croire en l'amour mais surtout croire en elle. Vous êtes d'accord? Je suis tout à fait d'accord dans ce qu'elle dit. De toute façon, j'ai perdu tout espoir et j'ai plus confiance. De toute façon, c'est... Oui. Ou vous pourriez, vous pourriez en prendre 3, là, au moins. Hein. Ah oui, là, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, là, aujourd'hui. Bon, vous reviendrez nous voir? Vous nous tenez au courant? Oui. Et je le dis à tout le monde, hein, j'espère qu'on retrouvera des couples épanouis dans quelques temps sur le plateau de l'Histoire continue. Merci en tout cas à toutes d'être venues nous voir. Merci Frédéric. Place maintenant à l'Histoire continue, ce rendez-vous privilégié où celles et ceux que l'on a appris à connaître reviennent nous donner de leurs nouvelles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Magali. Depuis son précédent passage dans notre émission, Magali a réussi à donner un nouveau souffle à sa vie. Elle vient nous en parler aujourd'hui. Bonjour Magali, merci d'être là. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 11 septembre 2008 dans une émission intitulée « Il a suffi d'une seule fois ». C'est vous qui aviez fait la démarche de contacter la rédaction. Pourquoi aviez-vous voulu témoigner à l'époque? J'avais voulu témoigner tout simplement pour faire connaître un petit peu
mon problème et faire connaître mon handicap. C'est ce qui est très important, faire connaître mon handicap. Que vous est-il arrivé exactement? J'ai eu un accident de voiture en 2002. J'étais passager arrière d'un véhicule qui a fait une sortie de route. Donc j'ai raté un virage et j'ai été expulsée du véhicule. Je n'étais pas ceinturée. Et donc ma tête a heurté quelque chose de dur. Et ce qui a causé mon traumatisme crânien. Alors, cet accident a marqué un tournant décisif dans votre vie. Il a fallu puiser en vous une énergie, une forte énergie nécessaire pour rebondir et pour reprendre votre existence en main. À quoi ressemble votre vie de femme aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite en images. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu mettre ma ceinture et ça n'a pas fait les dégâts que ça fait aujourd'hui. Magali n'avait que 17 ans lorsqu'un accident de voiture avait failli lui coûter la vie. Quand j'ai été expulsée de la voiture, je suis tombée directement dans le coma. Combien de temps vous êtes resté dans le coma? 3 mois. Mais qu'est-ce qu'on comprend de ce qui nous est arrivé quand on se réveille au bout de 3 mois? Je savais tout. Enfin, il suffisait de regarder ma mère et mon père. J'ai tout de suite compris qu'il m'est arrivé quelque chose de grave. D'horreur, quoi. Et donc, je suis traumatisée crânienne. Les parents de Magali l'avaient accompagnée sur notre plateau pour expliquer le combat que menait leur famille depuis l'accident. On ne se réveille pas du coma comme le coma qu'on voit à la télé. On bouge un doigt, un jour on ouvre un œil. Qu'est-ce que vous avez dû réapprendre après votre coma? Qu'est-ce que vous aviez perdu comme faculté? Tout. Quand on est traumatisé crânien, on perd tout. Et puis après, il faut que votre cerveau... Il faut qu'il retrouve tout, c'est-à-dire le langage, la motricité, marche, la mémoire. Une erreur de jugement, un mauvais choix, et tout a changé. Vous voulez l'oublier ou vous voulez faire avec? Je veux faire avec. Je veux montrer aux gens qu'il ne faut pas faire la connerie que j'ai faite. Magali est aujourd'hui âgée de 29 ans. À l'époque de l'émission, ses parents l'assistaient au quotidien. Depuis, la jeune femme a peu à peu gagné son indépendance. Ma mère a été toujours derrière moi et je me sentais beaucoup plus infantilisée. Ce qui a changé, c'est fou parce que je fais déjà tout ce que je faisais avant, ou presque. Ce qui est important aussi, c'est le permis. Le permis, bien sûr, ça m'a donné des ailes. Ça laisse quand même une grande indépendance. Aujourd'hui, les efforts de Magali portent leurs fruits, mais elle reste consciente du chemin qu'il lui reste à parcourir. Les séquelles qui me restent actuellement, c'est pas grand-chose, c'est vrai, mais quand même très handicapante. Vous voyez, par exemple, ma mémoire, elle est pas toujours très présente, j'oublie toujours plein de choses. Je dédramatise tout le temps, j'essaie un petit peu de... toujours me dire qu'il y a pire que moi. Et de me dire, alors, c'est pas grave, tu vas y arriver, allez hop. 11 ans après son accident, Magali pose sur son parcours un regard plein d'humilité. Pour moi, les progrès que j'ai faits, on va pas dire que c'est extraordinaire. Pour moi, c'est normal. Je devais redevenir comme avant. Je ne suis pas totalement comme avant, mais je suis presque. Et je vais y arriver, et je continue. René, le père de Magali, et Christine, sa mère, ne sont pas étrangers au progrès de la jeune femme. Très inquiets pour leur fille, ils ont redoublé d'efforts pour la tirer vers le haut. J'avais peur qu'elle n'ait pas de vie, disons, normale. J'avais vraiment envie qu'elle y ait droit aussi. Et c'était dur pour elle, donc on se déplaçait facilement, on l'amenait au cinéma, on l'amenait au restaurant. On allait souvent se balader ensemble pour décrocher de cette pensée d'handicap. Jour après jour, c'est avec plus de sérénité que Christine et René l'accompagnent vers sa nouvelle vie. On n'était même pas certain qu'elle sortirait un jour du coma. Et la voir maintenant, c'est inespéré. Elle a fait son deuil et elle se reconstruit.
C'est Magali, nouvelle Magali. Pour elle, c'est un combat et elle y arrivera. J'ai envie de lui dire qu'elle doit continuer comme ça. Le pire est arrivé et j'espère que le meilleur, c'est pour maintenant. Magali a aujourd'hui rendez-vous chez sa kinésithérapeute. Allez, tu lèves, tu tiens et tu relâches. Ces séances de rééducation lui ont permis de retrouver beaucoup de ses capacités. Mais Magali doit encore travailler car son équilibre reste fragile et la marche risquée. Voilà, super. Il y a encore l'équilibre qu'il va falloir qu'on affine, qu'on travaille. Mais tu avais vraiment fait des progrès. C'est vraiment un plaisir de venir au kiné. Parce que déjà, ça fait une activité, mais il y a aussi un échange. On se reverra la semaine prochaine. Ok. Et surtout, repose-toi. Si tu dois parler, que tu sois à l'aise. Ouais, en effet, la journée s'annonce chargée. Magali a aujourd'hui un rendez-vous très important à ses yeux. Elle se rend dans l'établissement où elle était scolarisée pour faire de la prévention auprès d'une classe d'élèves de 5e. Bonjour. Salut. Alors Magali, comment vas-tu? Aujourd'hui, ça va être une grande journée. On va faire un peu l'éducation routière, un petit peu pour les jeunes, et leur montrer surtout un petit peu ce qui t'est arrivé un petit. Les conférences, j'ai l'habitude de faire. De le faire avec vous, c'est un peu sympathique, mais c'est toujours un peu stressant. Informée, partagée, Magali a donné un nouveau sens à sa vie. La prévention routière est son cheval de bataille pour lequel elle s'investit sans compter aux côtés de la police nationale. Bonjour tout le monde. Alors voilà, je nous présente un peu. Nous passons dans les écoles et nous faisons également des forums sur le thème de la sécurité routière. On intervient sur les accidents. Nous, c'est notre métier. Mais Magali, elle peut vous dire ce qu'elle a vécu dans sa vie. C'est sa vie et c'est sa vie maintenant. Elle pourra peut-être encore mieux vous le faire ressentir que nous. J'ai eu un grave accident de la circulation. Quand je dis grave, c'est très grave. C'est pas se casser juste une jambe. Après au coma, j'avais tout perdu. On devient un bébé. Vous imaginez, vous? Un bébé de 18 ans. À 18 ans, se retrouver en maternelle. Moi, je lisais du Shakespeare. Et maintenant, je lis Pop d'Happy. Il y a un problème, hein. Mais bon. Vous voyez, rien n'est anodin quand on prend la route. Toutes les règles sont faites pour que chacun arrive en toute sécurité. Le récit de Magali ne manque pas de faire réagir son jeune public. Vous essayez d'oublier cet accident, vous ne voulez plus jamais y penser. Tu sais, quand tu te réveilles et que tu veux faire quelque chose mais que tu n'y arrives pas, on ne peut pas oublier cet accident. Moi, ça me choque parce que on a une blessure comme ça et puis on ne peut jamais l'oublier. C'est dur pour vous d'en parler ou ça vous fait du bien d'en parler à quelqu'un? C'est dur et ça fait du bien. Comme je l'ai dit, c'est une sorte de thérapie. Je voulais vous féliciter et vous encourager à continuer vos efforts. Je vous souhaite plein de bonheur et je pense qu'il n'y a pas que moi qui vous le souhaite. Je pense que c'est toute la classe qui vous le souhaite. Ben écoutez, je vous remercie tous, c'est tellement gentil. Faites bien attention maintenant. Merci à tous. Et merci à toi, Magali. Ouais, bon, écoute, j'ai tellement des... Magali n'a jamais baissé les bras et sa ténacité force l'admiration de ses proches, comme Myriam et Émilie, deux amies rencontrées après l'accident, et Loïc, son petit ami, qu'elle fréquente depuis 5 ans. Lui aussi a subi un traumatisme crânien. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que tu me considères comme une personne normale, quoi. Moi, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que t'étais quelqu'un de vachement ouverte, super sociable, et du coup, on a tout de suite eu envie de venir vers toi, tu vois, comme t'étais... Et donc, du coup, on oublie complètement ton handicap et on a envie de venir vers toi. T'as des millions de personnes qui ont des problèmes, mais qui font rien. Et toi, t'as la rage au ventre, tu es toujours au taquet. Sans vous, je sais pas où j'en serais actuellement, quoi. On va être tous aidés dans un petit moment de ma vie, quoi. J'espère que vous serez toujours là pour moi.
Longtemps. Longtemps, très très longtemps. L'amour, l'amitié, la famille, tout est connu. Tout est connu. Magali et son papa René qui nous a rejoints. Magali très émue et on le comprend par la réaction de ses enfants dans la classe qui ont, je trouve, posé des questions vraiment pertinentes. Ah oui. De vous demander si c'était mieux d'en parler pour vous, au contraire de garder ça pour vous, si c'était un moyen d'évacuer, par exemple. Vous avez été surprise par leur réaction. Oui, c'est vrai, parce que souvent, la réaction d'enfants n'est pas forcément très intéressante. Et bien là, ils avaient des réactions de grands enfants, très mûrs. Très mûrs, adultes presque. Et ça m'a surpris, oui. Ça m'a fait plaisir. Vous saluez également la présence de vos amis pour un petit moment de votre vie, un petit moment qui a eu quand même des conséquences lourdes. Oui. Ce petit moment qui a des conséquences lourdes. Comment vous voyez votre vie aujourd'hui? D'abord, vous étiez dans quel état d'esprit lors de votre premier passage dans toute une histoire? Quand je suis passée la première fois dans toute une histoire, je me suis dit, allez, c'est un défi, ça va me pousser vers le haut, je vais essayer de m'en sortir. Et effectivement, ça m'a attiré vers le haut et je suis bien contente et j'ai continué à faire des interventions qui m'ont permis de grandir aussi. Et psychologiquement, ça m'aide beaucoup. On ne dirait pas, mais si. Donc vous avez continué à grandir, comme vous dites, et puis à mener votre combat? Oui, j'ai continué à mener mon combat, puisque actuellement, je travaille avec la police. Ouais. Vous avez pu le voir dans les images, j'interviens dans la classe avec la police. Mais Et justement, c'est en sortant de votre solitude et en vous ouvrant aux autres, en allant dans cette association, que vous avez rencontré votre petite amie. Je dis ça pour revenir au témoignage de nos invités tout à l'heure et en disant que quand on traverse une période difficile, c'est pas bien d'être replié sur soi. Vous l'avez vérifié, vous? Ah oui, j'ai jamais été repliée sur moi. Ouais. Et on va dire que Loïc, il a été vraiment le déclencheur de partir plus loin, aller plus loin. Et comment ça s'est passé, votre rencontre? Vous avez eu un coup de foudre? Alors, c'est la plus belle rencontre du monde. Je crois que toutes les filles vont dire ça. Mais j'étais bénévole dans l'association, puisque j'ai très bien récupéré par rapport à mes autres amis. Donc je suis bénévole, je donne un coup de main et je suis allée un jour, j'étais complètement perdue. Je fais voilà, je ne sais pas si je vais trouver un copain, j'en ai marre, des choses comme ça, quoi. Et puis mes copines me disent, oui, mais tu verras, il y a un nouveau, il est bien, tu verras. Alors je dis, ouais, on verra bien. Et puis il est arrivé. Et j'ai vu, waouh. Et après, je vais chez mes copines, je fais, c'est lui le nouveau? Et je dis, oui, c'est lui. Ah bah, vous avez raison, il est bien. Hein. Et puis, voilà, il est venu vers moi. Et, au début, il a fait un massage à une de mes copines. Et puis, il a vu que j'ai fait un massage, que lui a fait un massage, j'ai vu. Et donc... Vous avez pris rendez-vous? Non, non, mieux. J'ai dit, tu pourrais aussi m'en faire un, alors. Ah bah oui, c'est ça. Vous avez pris rendez-vous pour un massage, c'est bien ce que je pensais. Et puis, il m'a fait un massage, et puis, il n'utilise qu'une seule main. Parce qu'il est handicapé, il est hémiplégique. À la suite d'un accident aussi? Accident de voiture aussi.
Et puis bref, il a fait un massage avec une seule main et il m'a massé, mais mieux que mon kiné, quoi. Alors je me suis dit, mince. Et puis on a continué, et puis il a papoté. Bon, il n'a pas raconté plein de choses, hein. Mais bon, peut-être qu'il a raconté plein de choses, mais je ne me rappelle plus du tout. J'étais tellement passionnée par ses beaux yeux bleus. En plus. Bon, on ne veut pas en savoir plus, hein. On n'ira pas plus loin dans le récit de cette histoire. Ouais, ça ira. Voilà. J'imagine que vous êtes fière de votre progression. Ah oui, c'est ma plus grande fierté. On peut... Oui, ouais, je suis fière de ma progression et ça permet de moi-même progresser psychologiquement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On peut me souhaiter plein de choses, je sais pas moi, un jour d'avoir un emploi, on peut souhaiter aussi que les gens comprennent ce que c'est qu'un traumatisme crânien. Ouais. Alors, vous avez fait plein de choses avec Loïc. Vous avez voyagé, vous êtes allé à New York, vous faites vos courses, vous êtes complètement autonome et indépendante. Le papa doit être super fier. Mais bien sûr, monsieur, bien sûr, indépendante complètement, je veux dire. Sauf pour les papiers, sauf pour plein de choses un petit peu compliquées pour elle. Mais oui, indépendante, surtout son permis de conduire qui était super important pour elle, qui était dur à avoir. On a passé du temps, on a beaucoup travaillé ensemble et ça a toujours payé. Ça, c'est une grosse liberté pour elle. Ouais. En quoi elle a changé depuis son premier passage? C'est son combat, de toute façon, son combat toujours avec la FTC. Et puis, au jour d'aujourd'hui, elle a entraîné aussi sa mère, qui s'occupe aujourd'hui de la FTC qui se trouve dans le nord de l'Alsace, toujours pour les handicapés. Ça veut dire quoi, la FTC? Association de familles de traumatisés crâniens. D'accord. Donc, c'est vrai qu'elle est combative là-dedans. Elle s'en occupe à plein temps. Pratiquement. Donc les années à venir, vous envisagez de vivre le plus normalement possible? Oui, bien sûr, mais je suis presque là, quand même. C'est de battre pour y arriver. Mon combat n'est pas fini. J'ai encore plein de choses à gagner. Vous avez envie d'avoir des enfants? Oh oui. Il est d'accord? D'ailleurs, je lui en ai parlé et puis il est au courant. Il plane. Il fait je sais pas. Bon, les parents, ils freinent un peu quand même. Il faut? Les parents freinent un peu. Ah bon? Oui, un peu beaucoup même. Bon, ils sont quand même tous les deux handicapés, donc ils ont quand même des difficultés à se déplacer. Et puis bon, pour eux, c'est le travail qui est primordial. Donc, dans un premier temps, c'est de trouver du travail pour eux. Ce qui va être assez dur. Merci en tout cas d'être revenu nous voir. On vous souhaite déjà de trouver un emploi et puis d'avoir un avenir radieux. Vous nous tiendrez au courant. On me dit que vous étiez très intéressé par le travail des ingénieurs du son. C'est un métier que vous aimeriez faire? Ah oui, ça. Bon, moi, j'ai toujours aimé le son. Et c'est un domaine où j'aimerais bien travailler, oui. Vous êtes renseigné déjà? Oui, un petit peu, mais je ne suis pas très loin. Il y a peut-être des stages possibles ici à France Télévisions. On verra. Peut-être, on espère. Bon. Merci en tout cas d'être venus. Je vais vous demander à tous les deux de bien vouloir signer le livre de l'histoire continue. Merci pour ces témoignages, merci de votre confiance, de votre fidélité. À bientôt pour d'autres histoires. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Bon après-midi sur France 2. Merci. Leur vie est devenue un conte de fées. On passe
passe de l'ombre à la lumière en un instant. Tous les jours, je me lève et je rêve les yeux ouverts. Un jour, un prince charmant viendra et puis il s'avère que c'est vrai que le prince charmant, je l'ai rencontré. Et pourtant, au départ, ils vivaient comme monsieur et madame tout le monde. Quand j'étais une adolescente, je manquais de tout. Je n'avais absolument pas les moyens de pouvoir m'habiller. Mon père était dans le bâtiment. Toutes les vacances, j'allais travailler dans le bâtiment. C'était naturellement que ma vie était tracée pour être un maçon. Mais bien loin de leur passé, aujourd'hui, ils mènent la grande vie. Oh, the good life. Non, jeune, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je prendrais l'hélicoptère pour faire des déplacements comme ça. On reçoit énormément de choses, donc des bijoux, on reçoit beaucoup de vêtements. Et puis quand on est élu Miss France, on reçoit une belle voiture, un appartement mis à disposition. Ah oui, donc c'est la Maison Blanche. Voilà, ça c'est ma jolie maison que mon époux ici présent m'a permise de réaliser. Ma vie c'est un manège. Et mon Dieu que ce manège tourne bien. All in love, or you can't take a chance. So be honest with yourself.